Pour la grande majorité d'entre nous, allumer la lumière est un geste simple, quotidien. En France, tous les foyers ont accès à l'électricité depuis plus d'un demi-siècle. Mais il n'en va pas de même dans le reste du monde, où plus d'1 milliard de personnes n'ont toujours pas accès à l'énergie électrique. Alors, quand arrive la fée électricité, c'est bien plus qu'un événement. C'est une révolution qui bouleverse les traditions, les mentalités, les modes de vie et les relations humaines. C'est à Hathin, dans un petit village reculé des montagnes du nord du Laos, aux frontières de la Chine et du Vietnam, que nous allons assister à ce changement. Isolés du reste du monde par une jungle épaisse, les 600 habitants n'ont jamais utilisé d'interrupteur ni vu briller d'ampoule. Et cette révolution qui s'annonce ne concerne pas que les êtres vivants. Les esprits de la forêt vont avoir peur si on fait des grands travaux comme ça. Alors, qu'advient-il lorsqu'un village passe en quelques semaines seulement de l'ombre des temps anciens à la lumière de la modernité ? C'est le soir vers 18h, à la tombée de la nuit, que les 150 enfants retournent à l'école pour faire leurs devoirs tous ensemble. Sans lumière, impossible de les faire chez eux. Vous avez vos lampes ? Ceux qui ont une lampe, prenez-la et allumez-la. Qui n'en a pas ? Ceux qui n'en ont pas, suivez avec votre voisin. Monsieur, j'ai oublié mon livre. Ce n'est pas bien. Comment veux-tu travailler si tu n'apportes pas ton livre tous les jours ? La prochaine fois, pense-y. C'est important. Et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, venez me demander. D'accord ? À l'école, les élèves apprennent aussi la solidarité. Ceux qui possèdent une lampe torche et des piles partagent leur lumière avec les plus pauvres. Dans ces conditions, les habitants d'Hathin rêvent de beaucoup mieux. L'obscurité n'empêche pas l'espoir de briller. Mon rêve, c'est que tous ces enfants aient la possibilité de poursuivre leurs études et même d'accéder à des études supérieures. Si on leur offre la possibilité de progresser, qui sait, peut-être que parmi eux, certains pourront un jour travailler pour le gouvernement. Comme ça, ils reviendront pour aider le village, aider aussi le Laos et construire un avenir meilleur pour leur pays. Dans le village, la journée commence dès le lever du jour. Pendant la guerre du Vietnam, il y a plus de 40 ans, le nord du Laos a été la région la plus bombardée du conflit. Un déluge permanent de bombes et de napalm qui a duré plus de 10 ans. C'est pour échapper à cette horreur que M. Kamda est venu se réfugier ici et qu'il a fondé le village de Hathin. À l'époque, il était responsable de section au sein du Parti communiste clandestin. Aujourd'hui, il est le chaman du village. En 1967, c'était la guerre. Les Américains bombardaient tout le pays avec leurs avions. Les bombes tombaient sans arrêt. Alors, pour ne pas mourir, nous avons été obligés de fuir notre village et de venir nous réfugier ici. À l'époque, il n'y avait qu'une dizaine de personnes qui vivaient ici. Je suis arrivé avec 26 familles, environ 200 personnes.
Ici, il n'y a qu'une seule maison en dur. C'est celle du chef du village, qui n'est autre que le fils du chaman. Il possède aussi l'unique magasin qui propose des marchandises modernes importées de Chine et de Thaïlande. Le chef est également responsable du parti, mais mélange un peu les périodes dans la glorieuse histoire du communisme. Ça, c'est l'image de Karl Marx et de Lénine. Ce sont deux grandes figures incontournables au Laos. Incontournables. Je crois qu'ils étaient au Vietnam quand le pays a été libéré. Maintenant, le Laos et le Vietnam sont deux pays frères. Et tout le monde ici, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, tout le monde sait que ce sont ces deux héros qui nous ont aidés à libérer la nation et à obtenir le bonheur, ici, au village. Sengeoi et Keoson sont des jeunes paysans nés ici. Ils vivent totalement isolés au rythme de la nature et subsistent grâce à leurs terres selon des traditions millénaires. Pour eux, l'électricité est le moyen de voir se réaliser tous leurs rêves. Mon nom est Sengeoi, j'ai 33 ans, je ne suis plus tout jeune. Depuis que je me suis marié, j'ai vraiment envie d'offrir un meilleur avenir à ma femme et à mes enfants. J'ai une petite rizière, une toute petite exploitation. Mais quand nous récoltons plus de riz que nécessaire pour nous nourrir, nous le vendons. Et cette année, j'ai quand même réussi à en vendre une tonne. Si nous avions l'électricité, ça nous aiderait à faire plein de choses nouvelles. Nous pourrions avoir la télévision, regarder les informations, et puis surtout le soir, on pourrait s'éclairer. Pour sa femme, Keoson, vivre sans électricité n'est pas simple. Tous les soirs, par exemple, elle prépare le dîner d'une seule main, car de l'autre, elle doit tenir la lampe de poche. Et encore, cette famille n'est pas la plus démunie. Certains villageois n'ont même pas les moyens de s'offrir des piles et n'utilisent que des lampes à pétrole. Nous aussi. Quand on n'a plus de piles, on utilise les lampes à pétrole. On les fabrique nous-mêmes. Ça éclaire assez bien, mais il faut acheter le pétrole qui est cher. Avec l'électricité, ce serait beaucoup plus facile, c'est sûr. En fait, de l'électricité, il y en a un petit peu dans le village. Sengeoi a trouvé un truc. Après le dîner, il branche son téléviseur et son lecteur DVD sur une batterie de voiture pour regarder en boucle quelques vidéos qu'il connaît vraiment par cœur. Tous ces clips m'ont coûté beaucoup d'argent. Mais ça ne vaut pas la télé, où les programmes changent tout le temps. Mais quelques maisons plus loin, c'est un tout autre programme. Un homme est malade, mais il n'y a pas de médicaments. Le conseil des sages s'est réuni pour lui faire, comme la tradition l'exige, un rituel de guérison, le bassi. Car les esprits de l'ombre sont omniprésents à Atin. Il faut donc savoir leur parler quand ils se manifestent. Tout ce qui est mauvais doit s'éloigner pour se noyer dans l'eau et brûler dans le feu. Voici le poulet, les œufs et les fruits pour rassembler toutes tes âmes. Une fois qu'elles seront revenues en toi, qu'elles demeurent en toi. Que les mauvais esprits te craignent et que les bons esprits te protègent. Les 32 âmes doivent rentrer en toi. Voici le coton d'argent et d'or pour nouer les âmes, pour les retenir, pour que tu restes longtemps avec ta famille et avec tes enfants. Pour que tu les entoures et que tu les protèges. Ainsi, des décennies de communisme n'ont pas du tout effacé les pratiques traditionnelles dans ces montagnes du Laos. On se demande d'ailleurs quel électrochoc pourrait y parvenir. C'est précisément dans ce village où le temps semble s'être arrêté
que le comité du district vient d'annoncer l'arrivée prochaine d'une équipe technique chargée d'apprendre aux habitants comment installer l'électricité. Une véritable révolution. Notre village est très pauvre et il est très peu développé par rapport à d'autres. J'aimerais vraiment que Hattin ait les moyens de se développer, de devenir moderne, comme les grandes villes qu'on peut voir quand on descend la rivière. Il faut vraiment qu'un changement se produise. En fait, l'électricité est attendue ici comme un miracle. Et le sous-chef Kam Shannon pense qu'elle résoudra tous les problèmes du village. Si nous avions l'électricité, nous pourrions faire beaucoup plus de choses. C'est sûr que nous serions bien plus heureux. Et puis on serait fiers aussi. Aucun village n'a le courant électrique dans la région. L'événement est tellement extraordinaire que même sa femme, Wan, doute encore. Ça fait si longtemps que mon mari me parle de l'arrivée d'électricité dans le village que j'ai vraiment du mal à y croire. Je ne peux même pas imaginer ce qui va se passer. Pour installer l'électricité à Hattin, une équipe de formateurs va devoir traverser tout le Laos avec des tonnes de matériel. De Vientiane, la capitale, ils se rendent à la province de Phung Sali, où siège le Parti communiste régional. C'est ici que sont prises toutes les décisions qui règlent la vie des habitants de Hattin. Au sein de l'équipe, des membres d'Électriciens sans frontières, une ONG française créée en 1984. Notre fil rouge, c'est l'accès à l'électricité et l'accès à l'eau, auprès des populations défavorisées, celles qui sont exclues aujourd'hui du progrès. L'expédition démarre direction Hattin. Le village a été choisi par Manivonne. Cette jeune Laotienne voyage dans les régions les plus reculées du pays pour sélectionner les endroits qui pourront recevoir l'électricité. Autre membre du groupe, Somphone, un technicien envoyé par le ministère de l'énergie du Laos. L'opération a été minutieusement préparée. Manivonne, donc ce matin, on a combien de pirogues alors? Ce matin, on a combien de pirogues alors? 3. D'accord. Comme prévu, on a 3. Comme prévu, d'accord. Tu es sûr qu'il y en a 3? Oui, j'en ai demandé 3. Bon, pour que tout se passe bien, il faut qu'on négocie avec le chef du district et son adjoint. Voilà la Namou. L'équipe arrive à la rivière Nam U. Une mauvaise surprise les attend. Les piroguiers refusent de faire le voyage car le niveau de la rivière a énormément baissé. Qui plus est, au lieu des 3 pirogues prévues, il n'y en a que 2. On ne pourra jamais mettre tout votre matériel sur 2 pirogues. Si vous mettez trop de poids sur les pirogues, personne ne vous emmènera. Le piroguier est inquiet, car les embarcations trop lourdes se retournent facilement dans les rapides et le voyage pourrait s'avérer dangereux. L'équipe va donc partir dans 2 pirogues. Le reste du matériel attendra le lendemain. En effet, aucune piste ne relie Hattin au reste du monde. Le seul moyen d'atteindre le village, c'est de remonter cette rivière pendant plus de 5 heures. La navigation est périlleuse. Le niveau de l'eau est vraiment trop bas et les bateaux trop lourds. Il faut descendre. Pour alléger les embarcations, les pirogues vont remonter les rapides en laissant les hommes à terre, n'emportant que le matériel. L'équipe va devoir poursuivre à pied. Pas de route
et aucun chemin tracé. Il faut se frayer un passage entre les centres rocheuses et la végétation dense. Enfin, après plusieurs heures de marche, leurs efforts sont récompensés. Ils découvrent Atin, le village qu'ils vont projeter dans la modernité. Une réunion est organisée pour présenter les étrangers et expliquer la mission. Ils vont apprendre aux habitants comment construire et faire fonctionner eux-mêmes l'installation électrique. Mais ce que les villageois ignoraient, c'est que le courant, une fois installé, ne sera pas gratuit. Quand l'électricité sera installée, nous aurons besoin de récolter régulièrement de l'argent pour faire fonctionner notre comité local. Alors voilà, chaque mois, chaque famille devra payer 2000 kips. 2000 kips, soit 20 centimes d'euros. C'est environ un jour de salaire pour une ouvrière ici. En tout cas, c'est beaucoup moins cher que 4 petites piles pour alimenter une lampe de poche. L'équipe venue de Vientiane découvre les hommes qui ont été sélectionnés pour cette opération. Ce sont eux qui vont devoir apprendre, en très peu de temps, comment créer et gérer eux-mêmes la future installation électrique. Parmi les sélectionnés, des habitants d'Atin, mais aussi des hommes venus d'autres villages. Ils ont traversé la jungle pendant plusieurs jours pour suivre la formation. Sen Geoy est très fier d'avoir été choisi pour participer à cette opération. Le chef m'a choisi parce que je suis assidu et que j'ai quelques notions dans le domaine technique. Aujourd'hui, on a appris qu'il faudra payer pour recevoir le courant. Mais ce n'est pas très cher en fait. Ce sera toujours moins cher et plus simple que les bougies ou les lampes à piles. Et puis, ça vaut vraiment le coup. Ça va nous changer la vie. Avec l'électricité, la nuit, on y verra clair et on pourra enfin vivre normalement. Le soir même, pendant que sa fille révise ses leçons à la lumière d'une lampe frontale, Sen Geoy fait de même. Il se plonge dans les documents techniques apportés par l'équipe de formateurs. Il veut absolument comprendre comment tout ça fonctionne et surtout se montrer à la hauteur de la tâche pour laquelle il a été choisi. C'est parti. Le premier jour de la mission est dédié à la formation théorique. Les apprentis se familiarisent avec les branchements des interrupteurs. Enfin, la dernière pirogue arrive avec le reste du matériel. Les villageois transportent comme un véritable trésor la turbine, cet engin essentiel capable de transformer la force de l'eau en courant électrique. Ce sera le cœur de la future installation. L'enjeu est tellement important que tous, hommes et femmes, y participent. Les mauvais esprits de la forêt seraient-ils hostiles au projet? En tout cas, la pluie tombe et empêche les travaux de commencer. Tout le monde prie pour qu'elle ne dure pas. Heureusement, le lendemain matin, la pluie a cessé et le chef peut sonner le rassemblement. Une équipe d'une 60aine de personnes a pour mission de remonter en amont de la rivière afin d'y ouvrir 2 chantiers essentiels. C'est le début d'une longue marche.
Arrivé à destination, une partie de l'équipe doit défricher le chemin qui servira à planter les poteaux de la future ligne électrique. Tracer une ligne droite à travers la jungle n'est pas une mince affaire, mais tout le monde s'y met avec la même motivation. Pour arrêter le travail, il faut vraiment un cas de force majeure, comme une soudaine attaque d'abeilles. Quelques piqûres plus tard, le chantier peut reprendre. La seconde équipe n'a pas une tâche plus facile. Elle doit creuser le long de la rivière le canal qui permettra d'acheminer l'eau jusqu'à la turbine. Là encore, tous, hommes et femmes, participent à l'effort collectif. Nous sommes contentes d'être venus aider aux travaux. Parce que nous aussi, on attend l'électricité avec impatience. Le lendemain, les villageois reviennent pour creuser la fosse dans laquelle sera placée la turbine. Et les pierres qu'ils en extraient sont aussitôt utilisées pour renforcer les parois du canal. Après plusieurs jours d'efforts, le canal est terminé. Mais il reste une étape importante. Le recouvrir d'une immense bâche en plastique apportée de Vientiane par l'équipe de formateurs. D'une part, cette bâche évitera l'éboulement des parois du canal, mais en plus, en glissant sur la matière synthétique, l'eau coulera plus vite, donc elle aura plus de force pour faire tourner la turbine. Une fois la bâche installée, la mise en eau peut être testée. Ça marche. Le village peut s'endormir sereinement. Mais à l'aube, 3 coups de feu retentissent. C'est le signal pour annoncer les morts. 3 décès cette nuit, 2 vieillards et un bébé. 3 décès depuis que les étrangers sont arrivés. La coïncidence inquiète les villageois. Et si les travaux et l'arrivée prochaine de l'électricité avaient dérangé les esprits de la forêt? Les habitants redoutent ce mauvais augure. Il faut qu'on discute encore avec le chef, le vice-chef et le conseil de village pour ce problème-là. D'accord. Parce que au nom des villageois, là, ils ne veulent pas qu'on travaille aujourd'hui. Normalement, on devrait interrompre la mission. Mais j'ai parlé au chef et il a finalement accepté qu'on reprenne les travaux. Mais il reste encore à connaître l'avis du Conseil des sages. Si le Conseil refuse, on ne retournera pas au chantier. En temps normal, nous devons respecter nos traditions. Mais pour ce projet, il faut être capable de faire une exception. Donc, le Conseil des sages a donné son accord pour que les travaux reprennent. Mais seulement avec les apprentis des autres villages. Pas ceux d'ici. Bon, donc on est bien d'accord, hein? Si demain il y a un autre décès, personne ne pourra dire que c'est à cause des travaux. Ok? Bon, alors le problème est réglé. Les travaux peuvent reprendre, mais c'est une équipe réduite qui retourne sur le chantier. De leur côté, les villageois partent enterrer leurs morts dans la terre sacrée. Un initié empêche les mauvais esprits de les suivre grâce à un rituel magique. L'un des morts de la nuit est le père de Senjeoy.
Il doit donc suspendre son apprentissage d'électricien pendant 3 jours, afin de respecter le deuil traditionnel. Selon les anciens qui nous ont raconté la tradition, celui qui est mort est mort. Il est devenu un esprit et nous ne voulons plus qu'il reste parmi nous. Quand nous nous peignons, c'est pour enlever de nos têtes les mauvaises choses et les mauvais esprits. Non, nous ne donnons pas nos cheveux aux esprits. Nous nous peignons pour nous débarrasser des choses néfastes, des mauvaises influences des esprits. Et pour que finalement, celui qui est mort nous quitte et nous laisse tranquilles. De son côté, le chaman a décidé d'agir pour apaiser les mauvais esprits. Il va implorer leur clémence et leur demander d'accepter la poursuite des travaux. Et pour ça, seul un sacrifice rituel peut plaider en faveur du village. Comme le veut la tradition, il fabrique une petite construction sur laquelle il installe des représentations de bijoux et de poissons. Des offrandes symboliques destinées à acheter la bienveillance des fantômes des morts. Quand nos anciens meurent, ils deviennent des esprits. Ils deviennent des filles. Et s'ils veulent manger, on doit les nourrir. Et il faut bien savoir s'ils veulent un cochon ou autre chose. Ce sont les filles qui apportent la maladie. On leur fait ces offrandes pour qu'ils s'en aillent, pour que le malade soit guéri. Et chacun sa maison. Oui, les filles doivent rentrer dans leur village, chez eux. Nous leur donnons à manger et une fois rassasiés, ils partent. Si on ne le fait pas, ils peuvent nous faire mourir. Je donne ces offrandes en échange de la vie des malades. Dans la forêt, les travaux se poursuivent. Avec 15 ouvriers au lieu de 60, mais la motivation est intacte. Une équipe est chargée de construire la structure sur laquelle la turbine sera fixée. Ensuite, les hommes consolident les parois de la fosse dans laquelle l'eau viendra s'engouffrer. De son côté, la seconde équipe taille des arbres pour les transformer en poteaux électriques. Ces troncs d'arbres arrachés à la forêt soutiendront la ligne qui mènera l'électricité jusqu'au village. On avait presque terminé, mais il manque des poteaux pour atteindre le village. J'ai donc demandé au gars de fabriquer 4 poteaux supplémentaires le plus vite possible. Sinon, on ne pourra pas finir ce soir. C'est trop long. Coupe ici. Mission accomplie. Le dernier poteau est installé au cœur du village. Pour l'instant, ce n'est qu'un gros bout de bois. Mais quel symbole! Il va falloir maintenant tirer des kilomètres de câbles à travers la jungle, par-dessus la rivière et sur les flancs de la montagne, en vérifiant toujours que les installations sont suffisamment solides. Après ces 3 jours de deuil rituel, Sengeoi est de retour au travail. Il va pouvoir aider à l'installation de la précieuse turbine, le moteur de la révolution qui doit faire entrer le village dans la modernité.
Et transporter à travers la jungle un engin qui pèse près de 100 kg est une mission délicate. Le système est rudimentaire mais efficace. De simples planches vont permettre de réguler le débit de l'eau entrant dans la turbine. La simplicité du mécanisme est essentielle, car elle permettra aux villageois de faire fonctionner et d'entretenir eux-mêmes l'installation quand les formateurs seront partis. Ça y est, la turbine tant attendue arrive sur place. Ouais, on essaye. Elle bouge pas, hein. Ouais, il n'y a pas assez d'eau. Il manque de l'eau, hein. Eh ben, Yvonne, il manque de l'eau. Après plusieurs essais, la turbine commence à tourner. 320 volts. C'est pas mal. 340 volts. Combien? 350. Elle s'évacue pas, l'eau en bas. L'eau ne s'évacue pas en bas. Il faut qu'on fasse évacuer l'eau plus rapidement en bas. Il faudrait mesurer la hauteur des chutes. Un problème apparaît. En aval, l'eau ne s'évacue pas assez vite. Il faut immédiatement approfondir le canal d'évacuation. Les hommes vont creuser, en faisant très attention à ne pas faire s'écrouler la structure. L'opération a fonctionné, un nouvel essai peut être tenté. Là, elle aspire. Tout semble marcher correctement. Et soudain, d'ordinaire très pudique, Sen Geoy ne peut cacher son émotion. Je suis tellement heureux. Le courant électrique arrive au compteur. Il va pouvoir aller au village et jusqu'à chez moi. Au village, il ne reste qu'à tirer les derniers mètres de câble pour relier les maisons au courant. Enfin, ça y est, le fil électrique est entré dans la maison. Apporte l'autre fil, que je puisse le raccorder. Et ce soir-là, pour la première fois, à Atin, petit village isolé dans les montagnes du Nord-Laos, la lumière fut. Ouh, l'éclairage est là. C'est bien éclairé. La fée électricité se répand petit à petit dans le village, et avec elle la joie. Mais il y a encore des petits problèmes techniques. Heureusement, rien de grave.
Les villageois ont simplement découvert que l'installation ne permettait pas encore d'allumer toutes les ampoules en même temps. À part ça, tout fonctionne. Et c'est une nouvelle vie qui démarre dans les rares maisons équipées. Chez Keoson, par exemple, la cuisine est maintenant éclairée, donc plus besoin de faire le dîner d'une seule main. Et pour l'occasion, quelques ouvriers du chantier ont été invités à partager ce premier dîner lumineux. Senjeoy, très fier, explique à son fils le fonctionnement des interrupteurs. Regarde bien. Pour éteindre ou allumer dans la cuisine, c'est ici. Pour éteindre la grande salle, c'est là. Et quand le soir tu veux étudier et qu'il fait nuit, tu allumes ici. Rappelle-toi bien. J'espère que les autres habitants du village comprendront qu'il est très important d'entretenir les installations pour qu'elles ne s'abîment pas. Mais je ne suis pas inquiet. Tout le monde va vite comprendre à quel point nos vies vont changer. Nous allons pouvoir nous ouvrir sur le monde, sur de nouvelles idées. On pourra voir des films. L'électricité va nous permettre d'apprendre plein de choses. Tout le monde sera content. Nous aurons tous plus de connaissances. Et pourtant, le lendemain matin, un malaise palpable règne dans le village. L'installation fonctionne bien, mais le courant n'a été installé que chez quelques notables, et les autres villageois ne sont pas contents d'être ainsi exclus du progrès. Pour éviter un phénomène de rejet, il faut expliquer au chef du village que le courant ne doit pas être réservé à quelques privilégiés. On pense qu'il est bon aussi d'alimenter les familles les plus pauvres pour leur montrer qu'eux aussi ils sont concernés par le projet. Et le projet paiera la redevance d'électricité pour un an pour eux. Mais après, il faudra leur expliquer que c'est à eux à payer la redevance. Des villageois sont venus me parler pour me dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Car il n'y a que des familles de notables qui ont reçu la lumière et pas les pauvres. Donc, j'ai décidé que nous allions équiper 2 maisons supplémentaires. Aussitôt, on se mobilise pour amener le courant jusqu'aux maisons de 2 familles parmi les plus démunies. Impossible de tirer plus de courant pour l'instant. Le soir même, la crise de mécontentement est éteinte et les ampoules s'allument. Dans la journée, descendez ça pour l'éteindre. L'ampoule, il faut la laisser là. Il suffit de monter ou de baisser l'interrupteur. Alignez-vous. Baissez. Repos. Chantez. Chantez fort. Comme tous les lundis, les enfants de l'école assistent à la levée du drapeau laotien en chantant l'hymne national. Mais aujourd'hui, nouveauté. Le directeur de l'école profite de ce rassemblement pour expliquer aux enfants les dangers que représente l'électricité. Notre école a maintenant l'électricité. Vous devez apprendre à l'utiliser et surtout quelles sont les consignes de sécurité à respecter. Ainsi, petits et grands vont devoir apprendre à maîtriser l'électricité. Mission accomplie pour l'équipe de formateurs qui passe au village son dernier soir. Pour remercier tous les participants à cette belle aventure, le chef entonne un chant patriotique très à propos.
Moi, je suis un peu derrière. De retour sur place, Som Phon, l'expert électricien, constate combien les choses ont évolué depuis l'installation. Excellente surprise. Pour avoir plus de courant, les villageois ont eux-mêmes installé une seconde turbine. Et tout fonctionne parfaitement. En 3 mois, le village est quasiment méconnaissable. Comme si l'arrivée de l'électricité avait projeté Athine dans une autre époque. Désormais, le chef n'est plus le seul à posséder une maison en dur. Ici, c'est ma chambre. Là, c'est la chambre de ma fille. Et là, c'est celle de mon fils. Et à tous les coins de rue sont maintenant érigées des paraboles. Le chef, bien sûr, est fier de montrer combien son village a évolué. Maintenant, à Athine, nous avons des paraboles pour recevoir la télévision. Avec l'électricité, nous pouvons regarder les nouvelles du Laos et savoir tout ce qui se passe ailleurs. Le changement est en marche et il fait naître de nouveaux espoirs. Désormais, le chef rêve que la grande route destinée à relier la région à la Chine voisine passe par ici. Demain, si le district et la province ne changent pas de plan, ce sera la route principale qui traversera le village. Même les cochons ont leur enclos, car le comité des sages a suggéré au comité des femmes de construire cette clôture pour rendre le village plus propre. Les experts électriciens font le tour du village pour vérifier que tout va bien. Une seule déception. À l'école, il n'y a plus d'ampoule. Mais pour y remédier, ça ne demande pas une grosse intervention. Désormais, la musique est omniprésente. Les jeunes d'Athine ont de nouvelles distractions. Ils ont découvert une autre manière de vivre leur adolescence, avec ses plaisirs et ses excès. Et ils puisent maintenant leurs influences au-delà des frontières. La musique thaïlandaise est bien meilleure, beaucoup plus rythmée que celle du Laos. Et puis nous préférons aussi les chansons thaïlandaises parce qu'elles sont plus proches de ce que nous vivons. C'est clair, maintenant je préfère carrément la musique thaïlandaise. Mais le bonheur des uns fait parfois le malheur des autres. Et avec les joies de l'électricité, le village a découvert les nuisances sonores. Les jeunes écoutent de la musique tout le temps, du matin au soir. Et ils la mettent très fort. Et ça me dérange vraiment. Quand on rentre à la maison après une journée de travail très dure, on est épuisé. Et on n'a pas envie d'entendre de la musique forte comme ça. Je vais aller les voir pour leur dire de baisser le son. Ainsi, la fée électricité a apporté beaucoup de changements. Mais elle n'a pas résolu tous les problèmes. Je suis contente qu'on ait enfin l'électricité. C'est vrai que maintenant, il y a l'éclairage partout et c'est mieux. Mais en fait, pour moi, pour ma vie de femme, il n'y a rien de changé au fond. On a l'éclairage, donc on voit mieux la nuit, c'est sûr. Mais au fond, rien n'a vraiment changé.
Quant à Senjeoy, sa joie n'est pas complète, car chez lui, il n'a toujours pas la télé. Malgré tous ses efforts, il n'a pas encore les moyens de s'offrir une parabole. Je ne peux toujours pas regarder les informations. Je peux uniquement regarder mes DVD parce que je n'ai pas de parabole. Les gens qui vivent dans les villes ont tous accès à l'information. Dans les campagnes, ce n'est pas pareil. Certains y parviennent, d'autres pas. J'aimerais vraiment pouvoir suivre la vie de la société et son évolution. J'aimerais savoir comment vivent les gens en ville et quelles décisions sont prises par le gouvernement pour nous qui vivons dans les campagnes. À l'inverse, ceux qui ont des paraboles, comme le chef et le sous-chef, ont découvert un nouveau business. Ils organisent des séances de télévision payantes, 10 centimes d'euros pour les adultes et moitié prix pour les enfants. Conséquence directe sur le rythme de vie des villageois, ils se couchent maintenant beaucoup plus tard qu'autrefois. Mais ce n'est pas tout. L'arrivée de la télévision secoue les coutumes locales. Aujourd'hui, tout le monde est réuni pour célébrer le mariage d'un jeune couple, selon la vieille tradition des mariages arrangés. Tous les rituels vont être respectés, mais dans l'esprit des mariés, les choses ont radicalement changé. Allez, buvons un coup, trinquons. Vive les mariés! Aujourd'hui, 18 février, je vais appliquer les règles ancestrales que nous avons toujours pratiquées. Désormais, ce sont les mariés qui doivent eux-mêmes appliquer les règles du mariage. Le manque d'enthousiasme dont font preuve les conjoints montre bien que les mentalités ont évolué. À partir de maintenant, vous êtes mariés femmes. Vous devez respecter la tradition. Car les deux jeunes gens le savent, maintenant qu'ils l'ont vu à la télé. Les mariages arrangés traditionnels n'ont plus de sens dans une société moderne. Les habitants de Hattin ont pris conscience qu'il est possible de vivre autrement. Ouane, la femme du sous-chef, n'est sortie du village qu'une seule fois dans sa vie. Mais maintenant, elle se met à rêver d'une autre vie, une vie de liberté, pour sa fille. Je pense que notre fille doit continuer ses études. Il ne faut surtout pas qu'elle reste ici, à travailler à la rizière. Il ne faut pas qu'elle se marie ici. Il ne faut pas qu'elle devienne une simple villageoise. Il faut qu'elle décide elle-même de ce qu'elle veut faire. Il faut qu'elle aille le plus loin possible dans ses études. Et c'est elle qui devra choisir celui qu'elle aime. Pour son mari, comme Shannon, tous ces changements sont très positifs. Car malgré tout, le courant électrique aidera le village à sortir de la pauvreté. Avec l'aide du parti, bien sûr. Avant tout, je veux le bonheur pour ma famille et mes enfants. Et pour ça, nous devons prospérer. Et l'électricité va nous aider à réaliser ce rêve. C'est valable pour ma famille, pour notre village et pour tout le pays. L'électricité, ça sert à ça. Petit à petit, c'est sûr, tout le Laos va se développer et prospérer. D'ailleurs, le parti et le gouvernement veulent que le Laos se développe. En tout cas, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Dans cette région frontalière, les Chinois ont entamé des travaux gigantesques pour construire une route. Après être passés à l'ère de l'électricité, le village et ses habitants ne seront bientôt plus isolés du reste du monde. Et même le chaman voit tout ça d'un très bon œil. Avec tous les travaux pour l'électricité et pour la route, les mauvais esprits vont avoir peur. Et donc, ils vont tous quitter la région.
Quand on détruit la forêt, ils partent. Où? Je ne sais pas. Mais ils vont habiter ailleurs. Et s'ils s'en vont, c'est la preuve que nous sommes les plus forts. Sale temps pour les esprits de la forêt. En quelques semaines, la fée électricité a propulsé Athine dans une nouvelle ère. Grâce à elle, les habitants du village sont désormais branchés sur le courant irrésistible du développement.